Ok. Donc on a vu qu'il y avait donc il y a la loi, il y a l'éducation des petites filles, il y a la sensibilisation des familles, tout ça, c'est des pistes en fait, des leviers d'action intéressants. Mais peut-être avant de passer donc à des échanges axés sur tout ce qui peut faire évoluer les mentalités, je vais déjà m'adresser peut-être aux femmes du groupe et puis aux personnes dans le public. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenantes? Moi, j'avais juste un élément à ajouter, parce qu'on a parlé de la loi, et moi, je voulais vraiment spécifier par rapport à la France. Alors, c'est vrai qu'il y a les lois, mais je tiens tout de même à rappeler que, comme vous l'avez dit précédemment, il y a très peu de filles qui portent plainte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est fait dans la sphère familiale. Et c'est très, très compliqué d'aller à l'encontre de sa propre famille, de sa propre mère. C'est quand même nos mères qui nous prennent par la main et qui nous amènent voir l'exciseuse. Donc c'est un élément très très difficile et un élément très très compliqué. Et je tiens également à préciser, parce qu'on parle des procès, on n'a pas eu tant que ça des procès en France. Là, le dernier, c'est Awa Gréou, c'était au tribunal de Bobigny. Je crois qu'elle fait 7 ans à Fleury-Mérogis, où elle faisait ça dans son appartement dans le 19e à Paris. Parce que souvent, cette question des mutilations sexuelles faites aux femmes, on a tendance à croire que c'est très loin de nous. Non, c'est très proche. Parfois, ça peut être... Moi, je me souviens, quand mon premier livre est sorti, j'ai des copines qui pleuraient parce qu'on était à l'école maternelle ensemble, elles n'imaginaient pas qu'ils puissent avoir une fille qui avait subi cela. Et je tiens vraiment à le préciser parce que c'est également au niveau des enseignants, des enseignantes en école maternelle, quand elles voient une petite fille qui marche difficilement, ou qu'elles sentent qu'il y a peut-être un risque pour les petites filles, je pense que c'est le devoir de l'enseignante de faire un signalement. Alors je comprends bien parce qu'il s'avère que j'ai dû de loin gérer une affaire comme celle-ci d'une petite fille qui avait 4 ou 5 ans, qui devait retourner au Mali, et c'est une enseignante qui m'a contactée via les réseaux, et je lui avais dit de faire un signalement, et elle n'osait pas. Et je lui ai dit, mais là, après, on est face à ses responsabilités, hein. Et elle a fini par le faire. Et la petite a été placée. Donc c'est vraiment un élément très très important à garder en tête. C'est proche de nous. Il faut savoir parfois poser la question, parce que tout à l'heure quand on va parler par rapport à tout cela, parce que moi parfois, même dans mon livre dont vous parliez, j'égratine un peu les gynécologues. Vous avez vu? J'ai noté certains des questions. Je vais vous laisser. Ah non, allez-y, vous laissez poser les questions. Non, j'ai bien noté dans votre livre, effectivement, qu'il y a quand même une instite qui a essayé de venir vers vous, qui vous a posé des questions, et j'ai noté quelque chose qui était, pour moi, très représentatif du tabou. Vous disiez, peut-être qu'en m'arrachant mon petit bout, la sorcière m'a également arraché un bout de ma langue. Et c'est vraiment la complexité que vous expliquiez avec la loyauté vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la culture d'origine, des attendus familiaux, et puis l'envie de faire valoir des droits dont on se sent quand même exclu, mais c'est impossible de parler. Et impossible de parler même chez le gynécologue qui vous ausculte. Vous lui demandez clairement « Je suis normale ? Vous voyez quelque chose ?» Et elle vous répond, en tout cas dans votre roman, je vous laisse compléter. C'est vrai parce que là, la gynéco, elle dit « Ah ben non, il n'y a rien, je ne comprends pas ce que vous me demandez, je vois aucune différence avec les autres femmes. » C'est ça la question. Est-ce qu'elle était vraiment gynéco? C'est ça la question. Mais c'est vrai, dans un premier temps, ce que vous disiez par rapport à cette petite fille à l'enseignante, pour moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. D'accord. Moi, je suis revenue, j'étais à l'école maternelle, je marchais très difficilement et on n'a pas voulu voir. Et à l'époque, les arguments, c'était du relativisme culturel. C'était ça qui était présent à l'époque. Donc, on a préféré détourner le regard et on m'a laissé. Après, plus tard, quand il y avait une espèce de quête, vous cherchez à retrouver ce qu'on vous a pris. Et donc, je vais voir la gynéco et elle dit « Ah non, il n'y a pas de changement, je ne comprends pas. » Je dis « Ah, mais j'aimerais bien faire une réparation chirurgicale. » Elle dit « Ah non, c'est pas nécessaire. » Donc, elle m'avait envoyé voir un sexologue, mais c'est pas ça. Le sexologue ne sert pas à ça. En tout cas, pas pour ce que j'avais.
Mais ça montre bien que le tabou, il n'est pas que chez les victimes. Il est également chez les professionnels de santé qui ne savent pas forcément comment aborder cette question-là avec les patientes et aussi dans les médias. On le voit aussi dans les médias, on en parle très très peu, et je dirais même chez certaines associations féministes. Moi, je n'entends pas des associations féministes qui ont pignon sur rue à la télévision parler de la question de l'excision. Si on parle d'universalisme, ben, ce qui touche une femme, elle touche toutes les autres. Mais pourquoi je les entends pas? Je pose la question, il y a peut-être une représentante de l'association Nous Toutes dans l'Assemblée, je ne sais pas. Avant que notre auditoire prenne la parole, les rassurer que ce qui faisait blocage également, c'était cette espèce de mur, n'est-ce pas, entre la sphère privée et la sphère publique qui justifie justement que les gens disaient on ne veut pas se mêler parce que c'est une question privée, c'est une question de culture. Mais dorénavant, à l'instar de toutes les autres violences, il n'y a plus de ce mur, je ne dirais pas de Berlin parce que celui-là est tombé, mais comment l'appeler? Il n'existe plus de toutes les façons et ça rend les choses plus aisées. Je vous rejoins, effectivement, on relaie souvent les violences à la question de l'intime et le tabou sur les mutilations génitales féminines vient toucher à deux grands tabous, la question des violences et la question de la sexualité. Et effectivement, ça doit sûrement encore plus bloquer la prise de parole. Il y a une question là-bas. Très bien. Il y a une question, Élise, je crois. Oui, c'est pas pour poser une question, c'est juste pour dire un témoignage. Je connais une jeune femme qui est maman de 2 enfants, un garçon et une fille. Mais son combat pour protéger sa fille a été d'aller demander de l'asile politique pour sa fille. Elle a été chez elle au Mali. Elle a amené son petit garçon et pas sa petite fille de 5 ans parce qu'elle ne voulait pas qu'elle aille subir ce qu'elle avait subi elle. C'était juste pour vous dire le combat que peuvent avoir certaines mères de racisme. C'est très juste. Bonjour, merci beaucoup. Vos interventions sont très claires et nous permettent justement de changer un petit peu notre regard sur cette question. Effectivement, on a pour habitude ici en France de regarder ce sujet comme quelque chose d'horrible. Avec toutes vos explications, j'ai entendu qu'il y avait une histoire de rite de passage. Vous avez pointé sur l'aspect culturel. Et je me dis, si les raisons, l'origine de ces mutilations sont culturelles, comment on va s'y prendre? Comment on va s'y prendre pour changer les choses? Parce que ça fait partie aussi, la culture, ça fait partie aussi de ce qui appartient à l'identité de la personne. Donc je suis préoccupée à me dire comment ce sujet va pouvoir être amené sur la table. Bien sûr, en parlant aujourd'hui comme aujourd'hui, donc on casse un peu les tabous. Moi, j'apprends des choses là aujourd'hui avec vous. Je vous remercie énormément. J'avais une idée que c'était un peu religieux, mais je me rends compte que pas du tout. C'est pas validé par Madame Okrani. L'aspect médical, bon. La pudeur, l'honneur, les questions qui font culture, moi je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Mais comment on va s'y prendre, Madame Okrani? Madame Okani, pardon, excusez-moi. Merci en tout cas aussi au planning familial. Oui, vas-y. Il y a une question ici. Alors comment on doit s'y prendre pour faire évoluer les mentalités? On répond au fur et à mesure.
Oui, après, c'est vrai que c'est des sujets qu'on va aborder aussi en deuxième partie, parce que c'est des questions qu'on vous reposera, mais vous pouvez commencer à avoir un début de réponse, hein, si vous voulez. Alors, un rite de passage, oui. La culture, certes, mais la culture est également évolutive. C'est que nous avons certaines coutumes qui sont positives et d'autres négatives. On peut adapter, on peut adopter d'autres pratiques qui font en sorte que la personne passe, si tant est qu'il faille retenir cet aspect, mais pas cette pratique-là qui manifestement présente plus d'inconvénients. Enfin, à tout point de vue, moi je ne sais pas ce qui est positif dans les mutilations génitales féminines. Donc il n'y a pas que de cette manière qu'on peut prouver qu'on est devenu adulte. On peut changer, on doit changer parce que ce n'est positif pour personne, à mon humble avis. Moi, je vais juste ajouter un élément par rapport à cela. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce contexte de français. Et moi, ce qui me frappe quand on veut faire changer les choses, alors c'est pas forcément faire des grandes conférences ou venir avec des pancartes, c'est casser l'isolement des femmes. Des choses très basiques. Casser l'isolement. Parfois, ça peut être moi, je me souviens pas loin de chez moi, il y avait un club maman-bébé où des mères se retrouvaient et elles discutaient. Pas forcément d'excision, hein. Elles parlaient de plein d'autres choses. Mais ça veut dire qu'elles allaient à la rencontre de l'autre qui est différent d'elles. Et là, on voit qu'il y a une réflexion qui peut débuter, quoi. Il y a une ouverture qui peut se faire. Et parfois, c'est aussi travailler sur des choses. J'avais vu un atelier de cuisine où les femmes, elles se sentaient valorisées. Et là aussi, moi je pense que c'est des petites choses au quotidien qui fait qu'il y a un changement qui va s'opérer. C'est des petites choses qu'on va construire. Serait-ce qu'elles discutent avec d'autres, mais qu'elles sortent de chez elles. Elles sortent des quatre murs. Et là, moi je le vois qu'il y a un changement qui s'opère. Alors, je vais revenir au début, à l'origine. Qu'est-ce qui fait que, en Afrique majoritairement, on a eu cette culture du couteau? Alors que, si on regarde chez nous, c'était pas mieux, mais on n'a pas utilisé le couteau. Les femmes n'avaient pas le droit de venir au mariage si elles n'étaient pas vierges. Il fallait aussi qu'elles se marient. Toutes les jeunes filles qui avaient passé un certain âge, elles n'arrêtaient pas de se faire houspiller par leur famille. Marie-toi, fais des enfants. Donc il y a un mot que vous n'avez pas trop utilisé toutes les deux, domination masculine, patriarcat. Rachel Claire, vous l'avez un petit peu dit. Mais, alors, même quand on dit ça, domination masculine ou patriarcat, dans le fond, on ne sait pas trop non plus qui tire les ficelles derrière. Donc, vous, est-ce que vous avez trouvé l'origine de cette culture du couteau pour dominer le corps des femmes, alors que, voilà, en France, alors qu'on était aussi mauvais, il n'y a pas eu ça. Ça, moi, ça me turlupine. Je voudrais bien savoir pourquoi là, crac, il faut attaquer le corps. C'est terrible, hein? On attaque l'intégrité physique d'une personne. C'est pas facile, hein? Non, ce n'est ni facile ni drôle. Alors, le patriarcat, elle a relevé quelque chose chez nous, c'est que l'individu ne compte pas, c'est le groupe. Et lorsqu'on parle du groupe, c'est l'intérêt général. En fait, j'ai fait un article où je posais relativement à... Et je ne voulais pas déjà anticiper ou vider de tout son contenu la phase suivante qui consiste à exposer les différentes solutions. Mais force est quand même de constater que vous parlez du couteau. Je ne sais pas si c'est
je ne dirais pas, je ne mettrais pas en exergue que le couteau. Parce que le couteau, c'est ceux qui avaient accès à ce genre de choses. Sinon, les épines, vous savez, vous allez en mousse, les épines. Vous avez les tessons de bouteilles. Vous avez, donc c'est des instruments rudimentaires. En revanche, moi, je mettrais l'accent sur l'appropriation, c'est-à-dire le siège. J'ai fait un article où je me dis, à quand la levée de siège sur le sexe de la femme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, en mon humble avis. S'approprier le corps de la femme, contrôler sa sexualité et décider de sa maternité. C'est ce que moi je comprends fondamentalement. Parce que quand vous parlez de fidélité, de fertilité, ça c'est vraiment au cœur des préoccupations de votre association, n'est-ce pas? La femme, jadis en Afrique, elle ne peut pas décider de quand elle va avoir un enfant. C'est l'homme qui décide de maintenant, je veux tant d'enfants. Et c'est pour ça que certains ont du mal à conceptualiser même la notion de viol au sein d'un couple. Les gens, la femme étant considérée comme un objet, jadis, pas maintenant, vous aviez des gens, quand ils font un testament, je vous laisse mes chèvres, mes moutons, mes mamies et mes femmes dans la foulée. Oui, c'était un article comme un autre parmi les choses auxquelles, d'où le Lévirat. C'est toujours ce contrôle, la preuve, entre autres éléments. Si la femme était sous le joug d'abord de son père mineur, d'accord, après on la passait au mari, et ensuite ce qui est pour moi comme un comble, quelquefois votre fils aîné devenait votre tuteur, mais enfin, c'est l'inverse, c'est vous avez été mère à un moment, c'est vous qui avez fait en sorte que cette personne arrive à ce stade. Eh bien, sous prétexte de patriarcat, votre fils devient votre tuteur. Donc, pour moi, ce n'est pas l'instrument, ou du moins, l'instrument n'est qu'un moyen, c'est la fin qu'il faille combattre. La fin, c'est cette volonté tenace de continuer à avoir une emprise absolue sur le corps de la femme. Donc, couteau, je ne dirais pas couteau, parce que si on arrive à détourner, à dévier, à enlever la volonté, tous les autres instruments, tant que ce soit le bistouri, le couteau, les épines, tout ce que vous voulez, il n'y aura plus de ça. Je ne sais pas si vous avez une meilleure réponse, mais... Non, mais c'est très bien. Très bien. Et oui, c'est vrai, quand vous parlez du patriarcat, c'est vrai que souvent on entend beaucoup dire que c'est une histoire de femmes. Je pense que c'est des éléments qu'on entend beaucoup. Dire sur la question, disant, ouais, c'est une histoire de femmes, c'est fait par des femmes. Je dis, bon, mais je dis, les hommes, ils rôdent autour. Il y a des hommes qui disent, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je préfère avoir une femme excisée parce qu'elle est plus belle. Je dis, bah comment tu sais, hormis si t'as ta tête dans le sexe de la femme, sinon tu peux pas savoir. Et je lui ai dit, mais c'est comme si tu me disais, c'est du même acabit que tu me disais, bah moi je préfère les petites filles de 5 ans. Pour moi, c'est la même chose. C'est un acte qui est criminel quand même. Il n'y a pas de oui, je préfère ceci, je préfère cela là-dessus, quoi. Et quand vous parliez du patriarcat, moi je prends mon propre exemple. Moi j'ai subi ça quand j'avais 5 ans, j'étais partie avec ma mère, mon frère et ma soeur. Mon père était resté en France. Si mon père avait dit on ne la touche pas, personne ne m'aurait touché. Malgré la distance. Donc ça montre le poids. Pardon ? Il ne l'a pas dit. Non, il ne l'a pas dit. Mais ça montre le poids. Allô, vous m'entendez? Non. Ça fonctionne. On entend. C'est clair. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Moi, je suis bénévole au plan. Mais le soutien beaucoup. Oui, voilà. Donc, je suis de tout même victime de l'excision. Vous m'entendez pas? C'est parfait. C'est parfait. Donc, je disais, je suis victime de l'excision. Et quand j'assiste à la conférence et que je vous vois parler de l'excision, je tremble. Donc,
ça me rappelle des souvenirs quand même qui reviennent, même si j'ai fait une démarche de réparation, mais à chaque fois qu'on parle de l'excision, ça me heurte, en fait, ça me rappelle des souvenirs. Donc, si la question de la dame qui dit quelle est l'origine de l'excision, pour moi, personnellement, c'est les hommes qui sont derrière toute cette pratique. Donc, il y a la jalousie, la contrôle total de la femme, la sexualité de la femme, tout. Mais ce qui consiste, en fait, l'origine et l'identité et la culture de la personne. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, les personnes qui ont eu la chance d'arriver dans des pays un peu, on va dire, développés que chez moi, en Guinée, on arrive à construire quelque chose ici. On arrive à s'y reconstruire. C'est pas facile, ça prend du temps, mais on arrive à s'identifier à autre chose que l'accident, même si ça fait partie de notre vie. On ne peut pas le nier, mais je pense que c'est une force déjà d'en parler. Et au planning, ils nous ont donné cette chance d'échanger entre nous qui ont été victimes de ces pratiques de différents pays. Je pense que ça nous aide aussi à nous libérer conscience dans la tête psychiquement et à faire face à autre chose et à combattre cette pratique pour la nouvelle génération, pour nos enfants qu'on va avoir peut-être en France et qui seront plus ou moins victimes ou pas. C'est un réel sujet et on ne sait pas comment le combattre parce que dans mon pays il reste encore. Maintenant on le pratique à l'hôpital, donc ça devient de plus en plus compliqué. On nous dit que maintenant on le fait à l'hôpital, c'est bien fait, il n'y a pas de problème derrière. Mais moi, personnellement, j'ai été excisée à l'hôpital. Mais ce n'est pas pour autant que ça que je n'ai pas été mal déchirée. C'est pas interdit, non, c'est interdit, mais c'est pratiqué. C'est pas fini. Oui, la loyauté à la communauté. C'est politique la question de l'excision en Guinée. On m'a dit c'est pareil, c'est politique. Mais c'est interdit. Oui, c'est interdit. C'est légalement différent entre le droit et le fait. Voilà le décalage, comme vous dites, entre les deux. Et en tout cas, merci. Votre prénom c'est Mariam. Bravo Mariam, parce que c'est pas évident quand on est dans une démarche de construction de prendre la parole face à un auditoire. Donc ça c'est vraiment bravo. Et je comprends très bien ce que vous dites. C'est vrai que le fait, quand vous êtes surtout dans une démarche de reconstruction, d'entendre parler de cette question-là, forcément ça réveille les choses. Et c'est ça, et c'est le propre du trauma. Le trauma, c'est quelque chose que vous avez en vous. Moi, je dis souvent, là, je vais bien et tout, mais je dois dealer avec ça. Quoi. Je dois dealer et je vais dealer avec ça toute ma vie. Donc, bravo, Mariam. Je viens de la Guinée aussi, la Guinée-Conakry. J'ai été victime aussi de cette pratique à 2 reprises. Oui. Dans mon enfance, j'avais 10 ans quand mes parents ont décidé de faire l'excision. Et ma maman, elle ne pouvait rien. Elle a fini par accepter. Et moi, à l'époque, les petites filles, comme c'est un passage obligatoire, même nous, les petites filles, on ne connaît pas les inconvénients, on est content. Parce qu'on me dit, ça ne fait pas mal, et ça va se passer bien. Et à l'époque, j'étais petite, moi j'aimais bien les poupées. On me disait, tu vas avoir une poupée. Je n'avais jamais eu dans mon enfance, c'était la première fois qu'on me proposait une poupée. J'ai accepté. Et ça a été fait. 3 jours après, l'excision, parce que ma maman, elle a demandé à ce qu'on le fasse avec une lame. Parce que l'excision, elle avait un vieux couteau qui était bien emballé avec un tissu rouge, qu'elle ne se débarrassait pas, que c'était trop, c'était pour sa maman, arrière, je ne sais pas quoi. Donc, ma maman a décidé à ce qu'on le fasse avec la lame. Et la pauvre, elle pouvait rien. Ils l'ont fait pour une première fois avec la lame. Donc l'excision, le premier jour du passement, 3 jours après, elle s'est dit, bon, je trouve que c'est pas enlevé, la peau n'est pas partie. Parce que la lame, ça ne fait pas partie de... Je ne travaille pas avec la lame. Ça donne le couteau. Soit la petite, elle a avalé son clitoris,
où c'est pas bien fait. Le troisième jour, là, ils m'ont ramené encore, ma maman n'était plus au courant. Et ça, c'était dans un autre village maintenant. On m'a amené, on dit là, aujourd'hui, tu vas avoir ta poupée. On y va. Donc, j'étais encore, non seulement j'étais fatigué pour la première fois, la première excision, avec toutes les douleurs, et la seconde, on m'a amené encore. Et là, on m'a amené chez une dame qui est soi-disant, elle travaillait à l'hôpital comme une sage-femme. C'est elle qui va faire pour une deuxième fois. Et là, du coup, ça a été pratiqué encore pour une deuxième fois. Avec toute douleur. Je suis resté dans ça et voilà. Et les études, ça m'a beaucoup fatigué d'ailleurs. Parce que quand j'étais à l'école, moi, chaque mois, quand je vois mes masters, c'est mes amis qui me ramenaient à l'école, à la maison. Chaque mois, je faisais au moins une semaine sans partir à l'école. Quand ça commence à l'école, parce que je n'avais pas le contrôle de mon corps, je n'arrivais pas à tout. Donc, quand je suis en classe, quand ça commence, je ne peux même pas marcher. C'est mes amis qui me prenaient chaque fois. M'emmenaient à la maison et on me jette là-bas, je reste 4-5 jours sans aller à l'école. Donc, ça m'a traumatisé comme ça. Arrivé au lycée, je me suis dit, mais pourquoi ça? J'ai fait une étude au niveau de la santé primaire pour voir un peu, connaître un peu le corps de la femme. J'ai fait la formation primaire et là j'ai commencé à découvrir c'est quoi le problème. C'est quoi le problème. Et là j'ai continué comme ça, j'ai pu m'échapper et arriver en France. Je voulais continuer à faire vraiment la lutte. J'ai demandé, parce que quand j'ai fait la formation sanitaire, j'étais conseillère dans un centre de dépistage de VIH-Sida. Donc je trouvais qu'il y avait un peu de lien entre les deux. Je sensibilisais les femmes dans mon service, dans mon bureau, mais de façon vraiment calme, parce que je ne pouvais pas hausser la voix. Je me disais, ben, toi tu n'es pas, tu es excité, et ta maman. Donc, je limitais un peu. Je n'avais pas la force de faire la lutte vraiment. Arrivé en France, comme certains compatriotes, ils me voient ici, on me connaît, et ils disaient, ah bon, il y a une qui m'a parlé de l'association SOS africaine en danger à Paris. J'ai quitté ici pour aller à l'association, parce que j'étais vraiment engagé. Et là, on m'a parlé de réparation, je me suis réparé. Et depuis la réparation, ça va vraiment. Au niveau de la douleur, je me suis vraiment senti dans ma peau. Voilà, c'est le témoignage que j'avais. Très très courageux à vous de parler. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Je sais que c'est vraiment. On est saisi par l'horreur de tout ce que vous décrivez. Et voilà, toute la souffrance que vous avez encore en vous. Et bon, je vous remercie encore beaucoup pour ces prises de parole. Une dernière question peut-être? Non, ce n'est pas une question, c'est la culpabilité qui me ronge. Une culpabilité, on ne sait même pas pourquoi c'est la culpabilité, ma soeur et moi et l'autre qui est là-bas. On a honte d'avouer que nous avons entendu parler d'excision pour la première fois il y a quelques années seulement, ici en France. Nous venons de l'Afrique centrale, du Cameroun exactement, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et au fur et à mesure que les filles racontent, je me suis mise à trembler. Mais en même temps, je suis déjà au courant, parce que j'ai été interpellée par une fille qui savait que j'écrivais. Et quand je lui ai donné mes sujets d'écriture, elle m'a dit que ce que je faisais, ce n'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et qu'il fallait que j'écrive pour les filles excisées. Mais je sais aussi que ce n'est pas facile, n'est-ce pas, Animata? Ce n'est pas facile d'écrire sur l'excision.
Parce qu'on a derrière soi les familles, même ceux qui ne sont pas des familles, qui vont venir t'attaquer. Parce que tu es en train de désacraliser quelque chose qu'ils avaient bâti. Et alors, quand nous sommes dans cette situation, nous sommes dans cette salle, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la question que tous ces témoignages soulèvent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le planning familial a déjà pris une partie de responsabilité. Et nous qui sommes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire? Ça, c'est ma question, parce que vraiment, je ne suis pas seule à grelotter. Je ne suis pas seule à grelotter. Merci. J'aurais souhaité, si ça vous dit, qu'on se lève pour les applaudir. Parce que moi j'avais une question vraiment sur justement la question de la dénonciation de ces pratiques dans la communauté. Est-ce que ça rejoint, ça rejoint ce que dit madame. Est-ce que c'est vraiment possible? Enfin, est-ce que c'est... Quelles sont les résistances en fait? Comme madame l'a dit précédemment, c'est vrai qu'à partir du moment où vous mettez la lumière sur cette pratique qui est tabou, qui est en plus interdite par la loi, parce que derrière c'est ça, elle est interdite par la loi, mais vous l'avez quand même subie. Donc, moi c'est sûr que je me suis mis des gens à dos, hein. Ça c'est certain, mais c'est le jeu. Quand mon premier livre est sorti, à ce moment-là je vivais au Canada, ça a été une bombe. Dans ma famille, ça a été une vraie bombe. Déjà, on ne parlait pas d'excision dans ma famille, on n'en parlait pas entre sœurs, encore moins entre frères. Moi, mes frères ont découvert qu'on avait subi l'excision quand mon livre est sorti. Donc pour mes frères aussi, ça a été également violent de savoir que leurs parents avaient fait subir cela à leurs sœurs. Et je pense que si, par rapport à la question que vous posiez, moi je pense qu'il faut faire pression sur les gouvernants. Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé tout à l'heure de la Guinée, mais en Guinée aussi c'est interdit. Mais sauf que la loi n'est pas appliquée. Et pourquoi? La loi n'est pas appliquée parce que... oui, parce que la question elle est politique. Il y a des gens qui tirent bénéfice de ça. C'est pareil pour le Mali. Mais je pense qu'il faut mettre pression sur les gouvernants. C'est que comme ça que ça va changer. C'est que comme ça. C'est-à-dire que les politiques français, parce qu'il y en a même certains politiques qui font le lien entre circoncision et excision, mais ça n'a strictement rien à voir. Et vous avez quand même des politiques, c'est à ce niveau-là qu'on peut faire changer les choses. Si au niveau des législateurs, des politiques français qui fassent pression au Guinée, vous pensez que la France ne peut pas faire pression sur la Guinée? Mais après, comme je vous dis que c'est une question politique, Macron, il va sans doute pas parler de cette question-là. Mais si on veut réellement faire changer les choses, c'est par là que ça va changer. Ça ne sera pas par autre chose. Tant qu'il n'y a pas de pression forte qui fait qu'ils vont se dire là on ne va pas avoir le choix, ils vont continuer parce qu'ils tirent bénéfice. Parce qu'il y a certaines communautés qui, moi je vois du côté du Mali, il y a certaines communautés qui tirent bénéfice de l'excision. Certains hommes qui vont se dire, ben là il y avait une peur, moi je me souviens il y a quelques années, du fait que l'autorité parentale elle soit partagée. Donc ils se disent, mais il faut absolument qu'on tienne. Il y a certains marabouts, parce que ça aussi ça joue également dans le fonctionnement sociétal, il y a certains marabouts qui vont pas dire, on dit que c'est pas religieux, mais il y a certains marabouts qui vont dire que oui, il faut utiliser les petites filles. Et eux, ils ont une place dans la société et ils sont écoutés. Donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie, il y a une véritable hiérarchie. Et tant qu'il n'y a pas de pression, les gens n'arrêteront pas. Il faut arrêter de se leurrer en disant oui, je viens faire des campagnes. Mais c'est pas suffisant les campagnes.
Et surtout, quand on se rend compte, je parle de Guinée, mais il y a d'autres pays qui sont touchés, mais si dans ces pays-là, ils n'appliquent pas la loi, alors qu'ils ont signé des conventions, ces pays-là, ils les ont signées, ben, qu'est-ce qu'on attend? C'est ça la question, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'on le sait, on ne peut pas dire on ne sait pas. Les dames viennent de parler, on a des témoignages, c'est prouvé, mais on décide de fermer les yeux. Pourquoi? Ce qui est grave, c'est qu'on le pratique à l'hôpital. Oui, moi, pour rebondir, justement, madame a parlé de Jomo Kenyatta à l'époque, et moi, justement, Halimata a dit que c'est politique, effectivement, je suis d'accord, et je me posais justement la question, si c'est politique, pourquoi ils font rien? Est-ce qu'il n'y aurait pas la crainte d'ingérence, se dire que la peur de faire face à une résistance contre la destruction d'une culture, parce que là, on parle de culture, c'est politique, mais comment les politiques peuvent faire? Sur quel levier? Oui, sur quel levier, justement? Parce que c'est ça, à l'époque, en 1938, avec Jomo Kenyatta au Kenya, et il parlait de trouver une approche plus nuancée. Et moi, je me dis, aujourd'hui, après les indépendances, quelle approche ils ont trouvé, du coup, concernant cette thématique? Parce que depuis là, moi, j'ai fait des recherches aussi, j'ai été concernée comme mes camarades, mes collègues ici. Mais jusqu'à présent, je me dis, justement, c'est politique, mais pourquoi ils font rien? Je veux surprendre en prenant contre toute attente le contre-pied. Nous sommes d'accord, c'est une question politique, mais ce ne sont pas les pressions qui résolvent ce problème. Parce que j'ai essayé, et pas seul, nous sommes un groupe dans différents pays, où on a fait du lobbying, il y a même eu des caucus, on a fait des pressions, mais le message passe mieux quand il s'agit de persuasion ou de conviction au niveau justement des responsables religieux, des responsables traditionnels. Et parmi ces politiques, ce n'est pas la pression, ce ne sont pas ces gens, il faut connaître la psychologie des gens. Des gens aiment avoir le pouvoir et vous venez les défier. Non. Ils ne sont pas prêts à laisser leur autorité si vous croisez le fer avec eux. Donc nous, et c'est ce qui me semble passer dans tous les pays, y compris même d'abord au Sénégal, maintenant ce qui a beaucoup réduit, c'est qu'on a convaincu en expliquant, en démontrant les inconvénients, la gravité, parce que ce dont nous parlons, ils veulent qu'on ait des enfants et tout, mais les conséquences, l'excision est une violation grave, déshumanisante, ça engage le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'égalité, à la dignité, à l'intégrité physique et morale. Donc on leur explique tout ça parce que c'est les mêmes, phallocrates comme ils sont, n'aiment pas travailler. Donc c'est nous qui travaillons, nous les femmes, il faut avoir la force de travail. Comment préserver cette force de travail? Mais c'est en nous maintenant en santé. Donc si vous abusez de nous et vous abusez de nos forces, je vous assure, c'est à la persuasion, à la conviction qu'un jour, en réunissant plus de, je crois ils étaient ou 50 ou au moins 30, que eux-mêmes, il y avait des exciseurs qui se sont spontanément décidés à jeter leur couteau. Ils ne savaient pas, certains se sont même excusés. Il y a plusieurs, il faut procéder sur plusieurs fronts et de plusieurs manières. Ces femmes ont confessé que, oui, vous venez nous dire maintenant de laisser ça, nous on veut bien, on a compris. Mais c'était notre gagne-pain, on fait comment maintenant? Donc, il faut leur trouver une autre activité par laquelle elles vont compenser ce qu'elles gagnent. Elles sont convaincues, en tout cas celles-là, elles étaient convaincues maintenant, puisque certaines se sont même confondues en excuses en disant vraiment,
On ne savait pas, nous, on a regardé, c'était une tradition, on croyait bien faire, et tel sincère, ou non, en tout cas, certains l'étaient, mais d'autres ont vraiment dit, bon, moi, c'était mon gagne, parce que ça va chercher entre 5 000, 3 000 francs CFA. Qu'est-ce que je fais, moi, si j'exige 30 filles, j'ai ceci. Qu'est-ce que je fais? Je laisse, voilà mon couteau que je jette, mais à la place, je vis comment? Donc, il y a des petites activités qui leur procurent de l'argent. Les chefs religieux eux-mêmes ont pris le bâton de commandement pour relayer dans les différents villages. Je n'ai pas dit que la pression ne marche pas, parce que tous ces pays qui ont pris les législations, il y a une première génération, il y a une deuxième génération, il y a même, parce qu'il y a des pays qui ont des lois spéciales réservées aux mutilations, d'autres ont inclus des articles dans le code pénal. Certains sont répressifs. L'assiette, n'est-ce pas, des auteurs est nombreux. Certains incriminent seulement celui qui passe à l'acte, mais je ne peux passer à l'acte que s'il y a un commanditaire, puisque je ne connais pas l'enfant, je ne connais pas la... Donc, il y a certains pays où on a élargi l'assiette des victimes, vraiment pour ratisser l'âge et dire tout le monde qui va encore être impliqué, concerné, de près ou de loin, par ce phénomène, va subir la sanction, c'est soit l'emprisonnement, soit une amende, ou même les deux. Ça va chercher, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont parmi les pays où vraiment la sanction est élevée, ça va chercher de 50 000 francs à des millions de francs CFA pour l'amende seulement, et il y a aussi des peines privatives de liberté. Or, selon que vous avez des gens dans le processus, un policier, celui qui mène l'enquête, ou bien un juge qui est partial, alors qu'ils doivent déontologiquement être impartiaux, mais ce qui se passe, c'est que si vous tombez sur des gens qui comprennent, qui sont convaincus, et c'est pour ça que je dis que la sanction n'a pas beaucoup porté, parce que les gens se sont radicalisés dans la sanction, mais le résultat n'est pas proportionnel. Or, quand on voit des mesures sociales, les mesures sociales passent, elles sont laborieuses, ça prend du temps. Hein, c'est comme la mayonnaise, ça prend du temps, mais quand ça a pris, vraiment les gens sont définitivement acquis à la cause. Revenons justement au Kenya. À l'époque, c'est le père Jomo Kenyatta qui a juré, qui disait que la tribu, la nation et tout, c'est la règle morale, c'est la norme. Mais curieusement, au fur et à mesure, c'est son fils qui est actuellement président Uhuru Kenyatta. C'est lui qui a décidé, n'est-ce pas, de l'éradication du phénomène. Donc, ça veut dire, ça c'est un exemple très important pour moi, parce qu'il est censé conserver, il a pris le pouvoir à l'instar de son père. Mais voilà où je dis que la culture est évolutive. Il y a des choses qu'on peut conserver quand elles sont positives, mais d'autres quand ça ne vaut pas la peine. Vraiment, ne nous embarrassons pas de ce genre de carcan. On l'abandonne et on abandonne. À mon humble avis, il s'agit plus d'être... la répression n'a pas porté autant de fruits que les autres mesures sociales, surtout la persuasion. Quand ils sont convaincus, ils adhèrent plus vite et définitivement, et même deviennent des ambassadeurs de ce combat-là. C'est peut-être une expérience différente, mais... C'est une expérience, ça se complète, hein, c'est une expérience différente. Et je dirais que Awa Greou, dont je vous ai parlé, cette exciseuse qui a été condamnée à de la prison ferme pour avoir excisé des petites filles, cette femme, elle dit que pendant le procès, elle disait que dès qu'elle aura fini, elle va exciser encore plus de petites filles. C'est ce qu'elle disait. Elle a été enfermée pendant 7 ans en prison. 7 ans, c'est très long. Hein. Mais là, elle est récidiviste et il faudrait qu'on lui applique... Non, mais attendez la fin, parce qu'elle est restée 7 ans en prison et au fil du temps, elle a compris. Au fil du temps, elle a compris, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle ait compris? C'est qu'elle est sortie de l'environnement dans lequel elle était. Et elle-même, elle dit qu'elle était très bien à Fleury. Et je rappelle quand même que Fleury, c'est une prison. Donc c'est le fait de sortir de cet environnement, de l'extraire exactement de cet environnement, d'être
ailleurs. Et elle discutait beaucoup avec les prêtres au sein de la prison. C'est ça qui l'a fait réfléchir et qui l'a fait évoluer. Et ce que vous disiez, vous avez raison que c'est important de convaincre. C'est vrai, c'est important de convaincre. Mais avant que les gens soient convaincus, il y a combien de petites filles qui passent? On combine les deux. Depuis le temps quand même. Ils sont censés être convaincus. Peut-être. Pardon, vous voyez pas qui Désolée, non, je ne voyais pas non, mais je suis d'accord avec vous. Depuis le temps, ils devraient être convaincus. Parce que là, aujourd'hui, on est en 2022, c'est Bah ce que oui. disait madame tout à l'heure. On sait qu'actuellement, il y a des petites filles qui subissent cela. Voilà, Oui, maintenant là. Depuis ce matin. Moi, je vous rappelle que c'est depuis 1946 qu'il y a des lois. Il faut combiner les deux. Il y a des endroits où un système, la répression marche, un autre endroit où les mesures sociales marchent, et d'autres endroits où ce sera la combinaison des deux. Il faut s'adapter selon le contexte, selon le milieu, parce que ça ne s'explique pas que c'est depuis 1946 qu'on a pris des lois et qu'on se retrouve encore en 2022 et dans les mêmes pays à régresser. Vous avez un pays comme le Libéria où il n'y a même pas de texte et où on n'entend pas du tout. On a même fait un projet de loi, mais au contraire, s'attendant à ce qu'il continue le chemin, on l'a purement et simplement retiré du circuit. Vous comprenez donc que ça n'avance même pas à certains endroits, ça regresse au contraire. Hélas. J'ai une question comme, soit pour Nadine, soit pour vous. Est-ce qu'il y a aussi des mutilations, d'autres formes de mutilation en Europe, peu importe que ce soit ici ou ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres formes de mutilation génitale, à part de l'excision en Europe? Est-ce qu'il y a d'autres formes? Tout à l'heure, vous parliez d'infibulation. Tout à l'heure, Rachel parlait d'infibulation, qui est une autre forme de mutilation génitale féminine. Il y a les différents types de mutilation. Au début, Rachel, vous en aviez parlé, les différentes formes, les différentes catégories. Et c'est l'infibulation. Ça veut dire qu'on coupe les petites têtes, on coupe le clitoris et on coupe. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces dernières années, avec les populations qui viennent du côté d'Afrique de l'Est, elles sont enceintes, elles accouchent, et elles demandent aux médecins de les recoudre. On appelle ça la réinfibulation. Mais dans les médecins, je dis ça en France, je dis pas ça. Donc les médecins n'ont pas le droit de recoudre les femmes, mais c'est une demande de la part de ces femmes-là. Et donc je parle, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans le milieu médical, mais à partir du moment où on a une femme qui demande à se faire recoudre, il va de soi que si elle a des petites filles, il y a un risque très très élevé qu'elles reproduisent ce qu'elles ont vécu sur leurs petites filles. Alors, pour répondre à la question de savoir s'il y a d'autres formes de mutilation, elles sont génitales et curieusement en Europe, ici, elles ne se limitent plus aux femmes parce qu'il y a un phénomène assez récent où même les hommes ont l'intention soit de réduire, soit d'agrandir leur pénis, et ça pose et puis aussi nous estimons pour certaines scientifiques en tout cas en Afrique, et c'est ça qui fait l'objet un peu de débat entre nos confrères et nous, où on estime que les mutilations, c'est seulement en Afrique. Non. Les mutilations, quand un homme se fait opérer le pénis ici, soit pour le raccourcir, le rallonger, le grossir ou le réduire, c'est une mutilation génitale. Et l'interprétation peut ne pas être la même. La manière, ici, les femmes réduisent les seins. Pour nous, ça fait partie de la maternité en Afrique, mais ici, c'est un problème d'esthétique. La même chose qu'on peut réduire son nez, qu'on peut. Donc, il y a ce débat-là entre les uns et les autres. On estime que oui, la culture africaine est peut-être dégradée, autre, elle n'est pas bien. Je n'en disconviens pas sur certains aspects, mais qu'en est-il de vous? Vous appelez ça comment? Donc, les mutilations existent de part et d'autre, ça dépend de comment on veut l'appeler, comment on veut l'habiller, comment on la gère. Les gens ont d'office pris position
ici pour décider en lieu et place des femmes africaines, ce qui était légitime. Moi, je trouvais que c'est parce que ce n'est pas bien. Mais peut-être que certaines auraient voulu elles-mêmes, ça peut aussi être un problème de fierté personnelle, hein, de dire, ah, quand moi je ne veux pas, quand l'occidentale, il y a mutilation, c'est elle qui décide, elle a le choix. Mais quand il s'agit de nous africaines, on décide à notre place. Ça pose un peu quelques dissensions à ce niveau-là. Voilà. Et comment, en fait, nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'association, professionnels de santé, comment est-ce qu'on peut justement accompagner, participer à l'évolution, pour faire bouger les mentalités, les normes? Comment, voilà. En n'ayant pas peur d'aborder la question déjà. Ouais. Avec les femmes, alors c'est vrai que c'est délicat parce que vous savez, quand certaines femmes ont subi l'excision bébé, donc elles n'ont aucun souvenir, certaines elles n'ont vraiment aucun souvenir. Donc c'est vrai que quand une professionnelle de santé va voir que cette femme a subi l'excision, c'est très difficile de lui en parler parce que vous ne savez pas face à vous si est-ce que cette femme elle sait qu'elle a subi l'excision ou non. Donc c'est vrai que c'est très compliqué d'aborder cette question-là, mais je pense qu'il faut pouvoir en parler. Un élément également important, c'est quand la femme a des difficultés, ne pas avoir peur de dire que c'est lié direct à l'excision. Ne pas avoir peur de le dire et aussi de faire de la prévention vis-à-vis des petites filles. Surtout quand la famille décide de partir en vacances là-bas. Alors je ne dis pas que ça se fait de manière systématique, hein. Je ne dis pas ça. Mais quand vous savez que c'est peut-être un pays où le nombre de femmes excisées dépasse les 95, 97, 98%, peut-être sensibiliser la mère. Et si la mère... je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire que s'il y a un risque pour la petite fille, il ne faut peut-être pas qu'elle parte. D'accepter qu'elle ne parte pas. Et je pense aussi c'est lié au fait, pour certaines femmes, de casser l'isolement. C'est-à-dire qu'elles puissent rencontrer d'autres femmes, discuter. C'est très très important. Parce que quand vous êtes, moi je parle par rapport à nos mères, ma mère, quand vous venez d'ailleurs, vous arrivez en France, vous ne maîtrisez pas la langue, mais vous êtes vous êtes totalement totalement fermé, quoi. Et vous ne pouvez pas échanger avec eux parce que vous n'avez pas la langue. Donc les cours d'alphabétisation, c'est également très important. Ça leur permet de s'ouvrir vers autre chose. Moi je vois que quand je pense du changement vis-à-vis de ma mère, c'est quand elle s'est mise à travailler. Donc là, elle s'est sentie comme une femme à part entière. Elle n'était plus l'épouse ou la mère. Elle avait une identité propre. Bonjour. Je suis là. Bonjour à tous et à toutes. En fait, j'ai une question. Moi, je suis d'origine angolaise. Je viens aussi du continent africain. Et je suis terriblement attristée par tout ce que j'entends parce que nous, on n'est pas concernés par ces pratiques. Et les pays non concernés, c'est des pays qui ne sont pas non plus informés. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne sont pas informés de tout ça. Et je pense que ça aurait été bien, je ne sais pas si ça se fait, de sensibiliser l'Afrique, toute l'Afrique, même les pays qui ne sont pas concernés, parce que je pense que c'est important qu'on commence d'abord par notre continent. Parce que c'est vraiment douloureux, et puis je suis vraiment attristée, terriblement, je n'ai même pas de mots. Je ne sais pas s'il y aurait des associations, je ne sais pas, justement, qui font un travail sur ça. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Et je me rends compte, parce que je discute avec pas mal de personnes d'autres pays africains qui ne sont pas concernés, qui ne me connaissent pas non plus, je ne suis pas la seule. Donc du coup, c'est vraiment une question que j'ai tout le temps, que je me demande si forcément, s'il y aurait des associations qui sensibilisent justement pour informer l'Afrique sur ce type de pratique. Merci pour ta contribution et surtout ta générosité. Parce que, effectivement, dans les pays où on n'est pas concerné, c'est un choc. C'est vraiment un choc de se dire, tiens, ça se passe. Maintenant, en réponse
il y a des solutions, des mesures ou des choses qu'on peut faire directement en rapport avec l'excision, la pratique elle-même, mais il y a aussi des choses qui gravitent tout autour. Beaucoup de gens, on ne va pas parler de... Quand on pratique l'excision sur un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans, il n'y a pas une prise de conscience au niveau de l'enfant. En revanche, c'est au niveau des parents, c'est au niveau de l'environnement familial, du village et autres qu'il faut agir. Ici en France, c'est d'abord refaire l'estime de soi. Parce qu'on ne nous apprend pas chez nous à nous regarder, c'est le regard des autres qui importe. Donc, il faut redonner confiance à la personne elle-même. Il dit, tu sais, tu vaux, tu comptes pour la société, tu as une place, tu as quelque chose à dire. Mais chez nous, il faut aussi comprendre le contexte. Les sociétés sont différentes. À l'Occident, on se parle face à face. Chez nous, on a plusieurs façons de parler et les femmes ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Mais il faut savoir comment. En Afrique, par exemple, on parle du pouvoir de l'oreiller. Vous savez, on pose un problème à un homme. Il n'est pas capable de répondre parce qu'ils sont toujours dans une assemblée. Nous sommes derrière, où on n'est même pas présent. Et il vient tout gaillardement le soir, il te dit oui, il fait le désintéressé. Hein. Bon, vraiment, on parlait de... En fait, il te demande conseil. Voilà, il y a quelque chose, on parlait de ci et de ça. Tu dors, qu'est-ce que tu en dis? C'est la réponse que tu vas lui donner qu'il va le lendemain se présenter en pleine assemblée, ostensiblement devant tout le monde, sans vanter, alors que il le tient de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'oreiller. C'est le soir, il vient te consulter, mais il va se vanter. Donc, ce que nous revendiquons aujourd'hui, en fait, la femme africaine a le pouvoir, mais c'est que c'est un pouvoir qui est en backstage. Nous voulons être reconnus. Est-ce que j'allais dire solennellement devant tout le monde? Parce que cette reconnaissance qui est hypocrite là, entre deux murs, entre deux personnes, pendant ce temps, c'est toi qui récoltes tous les lauriers devant tout le monde, ça frustre quand même quelque part. Donc, il faut connaître, il faut savoir interpréter les codes. C'est comme on dit également chez nous, la personne ne donne pas son avis pour le mariage, oui et non. Il faudrait que nous sachions aussi comprendre comment ça se passe chez nous. Et donc, self-esteem, savoir que tu as une place qui compte. Mais maintenant, comment tu t'affirmes dans cette société où on ne veut pas t'entendre, où on ne veut pas te faire parler? Il faut comprendre son contexte. Et également, faire connaître les droits de cette femme-là. Ça n'a rien à voir tout de suite. Tu as droit à la santé. Le droit à la santé, il y a le droit de la reproduction. Le droit de la reproduction, c'est le droit à ton corps. C'est comment tu gères ton corps. Donc, quand tu es déjà au courant de tous ces éléments, tu n'auras pas la même approche de quelqu'un qui va suivre. Il faut savoir que on peut parler de viol, même dans le cadre d'un couple. Si je ne suis pas consentante à des relations sexuelles, c'est déjà un viol, que ce soit à l'intérieur du mariage ou pas. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte ce volet-là. Il faut sensibiliser les concernés, il faut sensibiliser les pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics ont ceci qu'ils peuvent ratisser plus large que nous. Parce que le temps que tu ailles d'une communauté à une autre, il te faut une logistique, il te faut de l'infrastructure, il te faut des moyens. Chez nous, quand on va dans une communauté, on ne va pas brinque-ballant. Il faut apporter quelques menus choses pratiques pour que les gens sois réceptif au message que tu vas parler. Par quel canal tu passes? Le chef d'une région, d'une communauté rassemble plus que si tu vas voir les individus. Donc il faut savoir comment on communique chez nous pour pouvoir atteindre le résultat. Pour celles qui sont ici, tout comme là-bas, il faut qu'on apprenne nos droits.
dans cette communauté, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens aient une activité? Ne venez pas leur parler, je ne sais pas moi, de fabriquer des appareils pendant que peut-être ils n'ont besoin que d'apprendre à savoir faire du savon. Vous comprenez? Donc, oui, il faut vraiment s'acclimater et là, ça va être plus facile, moins dispendieux éventuellement et le temps peut jouer également en notre faveur. Moi, je vais juste une dernière chose, je vais juste ajouter aussi travailler avec les enfants, avec les filles d'eux. Moi, je me rends compte que par rapport à nos mères, oui, travailler sur les différentes générations, par rapport à nos mères, elles ont compris quand nous, parce que c'est vrai qu'on a parlé précédemment du poids du tabou, mais quand on a été en mesure de lever le tabou et d'en discuter avec nos mères, déjà là, il y a quelque chose de possible. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait intervenir, vous verrez mon documentaire, il y a ma mère accepte, vous imaginez bien qu'elle est très forte. Donc, et je dis à ma mère, mais c'est pas la même chose quand toi tu parles et quand c'est moi qui parle. Non. Et accompagner peut-être aussi les mères à comment en parler à leurs enfants aussi, peut-être la difficulté aller aussi dans l'autre sens. Comment en parler aux enfants, parce que c'est difficile pour nos mères, comme elles ont aussi été éduquées là-dedans. Et quand elles ont été aussi par rapport à leur corps, quand c'est comme si elles font abstraction de leur propre corps, hormis quand elles donnent naissance. Donc c'est pas évident aussi pour elles de parler de cette question. De parler de leur souffrance et surtout à leurs propres enfants. Bien sûr. De leur souffrance, parce qu'elles ont la sensation de remettre en cause leur propre culture, leur identité. Et c'est ça qui est très difficile et très compliqué. Je pense également pour les communautés, parce qu'il y a un problème de barrière linguistique. On a dit tout à l'heure, il y en a qui ne parlent pas français, même ici. Des films comme celui qu'elle a fait peuvent également aider. À ce moment, les gens n'ont pas besoin de parler, ils voient par l'image. Certains entendent des fois parler même en langue. Dans les langues, les échanges entre eux, encourager la parole à se libérer, ça donne des idées, ça inspire, c'est assez édifiant à mon humble avis. Merci. On va passer une dernière intervention peut-être. C'est ça. On arrive un petit peu au terme des échanges. Moi, je vous propose après, si vous voulez, de nous rejoindre sur scène pour continuer, poursuivre les échanges avec les intervenantes. Et parce que voilà, on a encore plein de choses à faire. Il y a une séance de dédicace qui aura lieu, donc Alimata et puis Rachel Claire présenteront leurs ouvrages. Donc vous pourrez venir ici et discuter avec elles et échanger. Oui, on va faire la dédicace ici. Voilà, mais on a juste le temps pour une dernière intervention. Oui, je travaille au Cajou familial et lorsque dans un lycée de l'agglomération orléanaise, deux professeurs en fait ont été vivement intéressés pour emmener leur classe ici pour vraiment participer à la conférence. Et en fait, malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir parce que leur hiérarchie n'a pas suivi, de peur de stigmatiser leurs élèves en fait. Stigmatiser leurs élèves. Et voilà, la peur de savoir s'il n'y a pas un travail de sensibilisation auprès des professionnels de l'éducation nationale à faire. Il y a deux classes qui voulaient venir, mais le directeur a refusé. Ça vient marquer combien le tabou sur la question et la peur justement d'aborder le sujet est encore très présent, y compris sur le territoire français. C'est triste. On vous dira ça, on ne dira pas. On va essayer de travailler en argumentaire, comme vous nous le conseillez toutes les deux, justement auprès de l'établissement pour mieux comprendre le contexte, etc. L'idée n'étant pas de pointer cet établissement, comme vous le disiez, hein, j'ai bien compris, mais justement d'essayer de comprendre et de donner parole pour dépasser ce tabou, quoi. À un moment donné, on ne peut pas laisser les choses ainsi. Sophie, si je peux me permettre, il y a un autre tabou que j'ai pris en pleine figure il y a une vingtaine d'années à Saint-Jean-de-la-Ruelle, quand j'étais conseillère municipale. Et j'avais organisé au moment du 8 mars, justement, une réunion
sur toutes les violences envers les femmes. Et un homme est venu en me disant que je m'attaquais sévèrement à la culture. Il était noir, moi j'étais blanche, et il m'a dit, vous exercez une domination coloniale sur notre culture. Est-ce que... alors, bon, vous avez la bonne couleur. Moi, j'ai pas la bonne quand je parle. Vous voyez le sujet. Les blancs, les blanches qui veulent s'attaquer à ça, on nous retorque d'abord que c'est culturel, donc on n'a rien à voir là-dedans, et qu'on exerce une domination coloniale. Voilà, je voulais vous poser ce problème supplémentaire. Il n'est pas supplémentaire et la réponse, elle a été donnée il y a bien longtemps. Il y a deux approches quand vous appréhendez les droits de l'homme. Une approche universaliste et une approche individualiste selon que vous considérez que c'est moi ou bien c'est pour nous tous. Et je crois que l'approche universaliste, quand même, on parle des droits universels, des droits de l'homme. Donc, et généralement... Là, c'est de la femme. Pardon? Là, c'est des droits de la femme. Oui, mais je crois que la conférence de Vienne a définitivement résolu le problème. Les droits de l'homme sont les droits de la femme. D'ailleurs, on ne dit même plus les droits de l'homme, on dit les droits de la personne. Donc, les droits humains. Alors, il n'y a plus ce distinguo entre... Mais moi, je parlais de la nature juridique même des droits de la personne. Ils sont universalistes ou bien ils sont individualistes? La réponse a été donnée, en tout cas en majorité, ou du moins, c'est que l'approche universaliste prévaut. Mais ça devient très très compliqué. Aujourd'hui, ça devient très compliqué, oui, c'est vrai que sur cette question-là. Mais après, moi aussi, on l'a déjà dit. Hein. Oui, j'avais la bonne couleur, mais on m'a dit que j'étais vendue. Donc voilà, exactement. Donc, mais après, il faut passer outre. Il faut passer outre, et comme vous l'avez très bien dit, c'est une question d'humanité. Ce qui touche l'un nous touche tous. Madame Rachel Clark, vous avez dit que la culture est évolutive, mais nous aussi on l'a vécu. Il a été un temps où on disait que la contraception c'est quelque chose d'impossible. Or, on y est arrivé en France, que le droit à l'interruption volontaire de grossesse c'est impossible. Or, on y est arrivé en France. Il y a 300 ans, on considérait normal, avec plein de guillemets, l'esclavage. C'est quelque chose qu'on n'ose plus dire maintenant. Donc, personnellement, j'ai beaucoup mémorisé cette phrase que vous avez dit. La culture, c'est pas quelque chose de figé. Non. Et puis, je voulais dire, ça a été dit souvent, mais je remercie les deux intervenantes et toutes les intervenantes de la salle pour les témoignages absolument poignants qu'elles nous ont donnés. Et surtout, je les remercie de m'avoir mise face à mes responsabilités. Et oui, nous avons quelque chose à faire pour dire que cette abomination doit disparaître et nous devons interpeller les décideurs politiques dans nos relations internationales. On parle de démocratie féministe en France, et bien que la démocratie féministe en France se manifeste. Merci.